Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration pour essayer de comprendre ce qu'est le soi. Mais attention, pas comme une chose fixe, immuable, mais plutôt comme une construction, quelque chose de dynamique qui évolue avec nous tout au long de notre vie. Alors, pour commencer, partons d'une idée assez radicale, celle du philosophe David Hume. Pour lui, au fond, il n'y a pas vraiment de soi permanent, de noyau stable, juste un flot continu de pensées, de sensations, d'émotions, un peu comme un film qui défile sans arrêt. Ça donne un peu le vertige, non ? Et si justement le soi n'était pas une illusion ? Si c'était plutôt ce qu'on pourrait appeler une construction performative ? Imaginez par exemple une institution, comme un État. L'État n'existe pas dans la nature, on ne peut pas le toucher, et pourtant, il est bien réel, par sa fonction, par ses effets sur nos vies. C'est exactement cette question qu'on va creuser. Bon, alors rentrons dans le vif du sujet. Pour pouvoir interagir avec le monde, pour simplement fonctionner, la psyché a besoin de mettre un peu d'ordre dans ce chaos d'impressions que décrivait Hume. Il faut passer du flux à un cadre, à une structure qui tient la route. C'est la toute première étape de la construction. Ce premier système, on peut le voir s'articuler autour de 3 grandes fonctions. D'abord, l'ego. C'est notre côté explorateur, celui qui veut agir, saisir des opportunités. Ensuite, le surmoi. Lui, c'est le régulateur. Il intègre les règles de la société, les codes moraux pour en quelque sorte calmer les ardeurs de l'ego. Et enfin, au milieu, il y a le moi, qui joue le rôle de médiateur, d'arbitre, pour essayer de stabiliser la tension entre les deux et créer une identité sociale cohérente. Mais le plus important ici, c'est de voir ça comme des processus, des forces en jeu, et non comme des petites boîtes figées dans notre tête. Et ce qui est fascinant, c'est que ce modèle psychologique colle plutôt bien avec ce que les neurosciences nous disent aujourd'hui. On ne trouve pas un centre du soi dans le cerveau, mais plutôt des réseaux de neurones qui collaborent. L'ego, par exemple, ça pourrait correspondre au réseau de la motivation. Le surmoi au cortex préfrontal, qui est crucial pour l'inhibition et le respect des règles. Et le moi au réseau de contrôle exécutif, ceux qui arbitrent et coordonnent tout ça. On pourrait se demander comment une structure peut être stable alors que tout est en flux permanent. Eh bien, grâce à un concept qu'on appelle la stabilité dynamique. Le meilleur exemple, c'est le tourbillon dans une rivière. Le tourbillon garde sa forme, il est stable, et pourtant il est entièrement fait d'eau qui ne cesse de le traverser. Nos structures psychiques, c'est pareil. Elles sont stables parce que le flux les traverse et non pas en s'opposant à lui. Ok, donc ce premier système, ce moi, il est fonctionnel. Il nous permet de vivre en société. Parfait. Mais il a un défaut. Il est rigide. Et cette rigidité, c'est sa plus grande vulnérabilité. Voyons un peu comment ce bel édifice peut se fissurer, voire s'effondrer. Ce moi fonctionne avec un genre de système d'exploitation qu'on pourrait appeler l'âge moral. Son mode d'emploi est assez simple. Il polarise tout. Le monde est divisé en bien et en mal. Pour garder sa cohérence, il va rejeter tout ce qui est jugé négatif, comme certaines émotions, et les conflits internes, hop, on les projette sur les autres. C'est un système qui se protège en permanence en filtrant tout ce qui pourrait le remettre en question. Alors, qu'est-ce qui peut faire dérailler une machine aussi bien huilée pour se protéger elle-même ? Souvent, c'est une crise. Un deuil, un échec, un traumatisme, bref, un événement qui provoque une sorte de surcharge système. Les filtres lâchent et d'un coup, toutes les contradictions que le système cachait sous le tapis nous sautent au visage. C'est cet électrochoc qui est souvent le catalyseur du changement. C'est suite à cette crise qu'un nouveau régime de fonctionnement peut émerger. Attention, ce n'est pas une nouvelle personne qui apparaît. C'est plutôt une mise à jour majeure de tout le système d'exploitation de la psyché. C'est l'émergence de ce qu'on va appeler le soi. Et la différence entre les deux est fondamentale. Sous le régime du moi, on s'identifie totalement à ses émotions. Je suis triste. Le système fonctionne en rejetant. Sous le régime du soi, l'approche change complètement. L'émotion devient une information. Je ressens de la tristesse. Le système ne fonctionne plus par exclusion, mais par intégration. Le surmoi, qui était une sorte de juge autoritaire, devient un partenaire de dialogue. Et ça, c'est vraiment le point central de toute cette transformation. L'émotion cesse d'être une identité à laquelle on est collé pour devenir un signal, un message. Une émotion désagréable n'est plus une menace pour qui on est, mais une information précieuse sur ce qui se passe en nous, ici et maintenant. Il y a une subtilité importante à saisir ici. Ce n'est pas un nouvel observateur, une nouvelle conscience qui apparaît de nulle part. La conscience qui observe, c'est toujours la même. Ce qui change, c'est tout le cadre. C'est un peu comme si les règles du jeu à l'intérieur de l'esprit avaient été réécrites. C'est le comment on voit les choses qui est transformé, pas le qui les voit. Maintenant, sortons un instant de la psyché individuelle. Prenons un peu de hauteur, car ce modèle a des implications vraiment intéressantes quand on l'applique à l'échelle de la société et de la culture. En fait, on peut voir la culture comme un gigantesque système de récompense. En valorisant certaines choses, que ce soit la compétition, la conformité, la créativité ou la sagesse, une société encourage activement ses membres à développer certaines structures psychologiques plutôt que d'autres. Elle favorise certains types de soi. Et ça nous amène directement à un risque majeur, un risque systémique.
Une société qui reste collectivement bloquée à l'âge moral est incroyablement vulnérable au fanatisme. Quand les définitions du bien et du mal sont rigides, absolues et qu'on ne les questionne pas, le cocktail peut vite devenir explosif. Du coup, une culture mature, une culture saine, aurait une double mission. D'abord, bien sûr, construire la moralité, donner des règles claires, des limites, une structure sociale. Mais ensuite, et c'est tout aussi crucial, elle doit organiser les moyens de transcender cette même moralité. Elle doit offrir des chemins pour permettre aux individus de voir les contradictions du système et d'évoluer vers une perspective plus intégrée. Et l'enjeu ici est énorme. Une société a un besoin vital de personnes, surtout à des postes de décision, qui fonctionnent à partir de ce régime du soi. Des individus capables de ne pas céder à la réaction morale immédiate, de prendre du recul pour réguler les décisions collectives avec une vision plus large, plus intégrée. Pour résumer, ce qu'il faut retenir, c'est que le soi n'est pas une chose, mais une construction dynamique. Il peut évoluer d'un régime moral rigide à un régime sage, plus intégré, souvent à la suite d'une crise. Ce n'est pas une destination finale, mais plutôt un nouveau mode de fonctionnement, un processus qui est d'ailleurs fortement influencé par la culture dans laquelle on baigne. Et on va se quitter sur cette dernière question qui reste ouverte. Si le soi est bien ce système de régime en évolution, est-ce qu'il y a un stade ultime, une sorte de version finale et parfaite, ou est-ce que le voyage de la psyché est sans fin, ouvrant simplement la porte à de nouvelles manières d'être toujours plus complexes, toujours plus nuancées? La réflexion continue.